Bonjour à tous, bienvenue dans cette 7e vidéo d'analyse fondamentale pour mon challenge crypto. Aujourd'hui on va parler de ADA Cardano et pour l'occasion j'ai un peu changé ma disposition des slides de façon à ce que ce soit un peu plus agréable visuellement. Allez, on est parti. Alors ADA Cardano, qu'est-ce que c'est? 3 points. D'abord historiquement juste un petit clin d'œil à ce que veut dire son nom. Donc Cardano en fait c'est un hommage à un mathématicien de la Renaissance qui s'appelle Gerolamo Cardano. Ada, c'est une référence à Ada Lovelace, dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il est réputé pour être peut-être le premier programmeur au 19e siècle. Au niveau des personnalités, on a Charles Hoskinson, qui a fondé du coup Cardano en 2015 et qui l'a mis sur Mainnet en 2017, donc elle est utilisable depuis 2017. Ce monsieur est un des cofondateurs de ETH, donc quelqu'un de très solide dans le domaine de la crypto et dans la compréhension de comment ça fonctionne, et qui a choisi une autre voie que ETH, de fonder sa propre blockchain avec Cardano. Au niveau des entreprises, on a Input Output Hong Kong, qui est une entreprise américaine, on a Emurgo, qui est japonaise, et on a surtout la Cardano Foundation, donc c'est une entité à but non lucratif qui détient les droits Cardano, et qui est basée en Suisse. Donc vous l'aurez compris, c'est une blockchain de layer 1 qui vient concurrencer ETH parce que Charles Hoskinson n'était probablement pas satisfait de comment fonctionnait ETH, de ce qu'il proposait ou de ses perspectives, et a décidé de choisir son propre chemin. On a une approche très orientée recherche et développement, vraiment très scientifique. Le développement il est basé sur 128 recherches académiques et on verra que ça est bien fait, vraiment sympathique. Au niveau de la technologie, on est sur du proof of stake, tout ce qui est de plus classique, c'est-à-dire que les blocs sont validés par une preuve de possession des jetons, ou des tokens, on verra que ce ne sont pas des tokens dans ce cas-là, par du coup les utilisateurs. Donc les validateurs doivent stacker leur crypto pour valider les transactions, faire tourner la blockchain. C'est vraiment du proof of stake, tout ce qui est de plus classique. Au niveau des spécificités, donc chez Cardano, les tokens n'ont pas besoin des smart contracts pour être mintés ou déplacés sur la blockchain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a des jetons qui sont natifs, à la différence de ce que sont des tokens. Ils ont une fonctionnalité un peu différente. Et ça permet de réduire beaucoup les coûts de transaction. Donc c'est un gros point intéressant pour nous, investisseurs ou utilisateurs. Le protocole est en open source, donc ça c'est un point qu'on apprécie également, notamment pour les développeurs. Et le nombre de transactions, donc basé par le protocole Ouroboros, donc c'est propre à Cardano, permet 500 transactions par seconde, ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est pas la meilleure, mais c'est quand même correct. Dernier point, on a une layer de maison qui s'appelle Hydra. Il faut l'imaginer un peu comme la polygone de TH. Elle permet de faire plus de choses, plus rapidement, un peu autrement. C'est une layer 2 quoi. Donc ça permet d'améliorer les fonctionnalités de Cardano. On va maintenant passer à la tokenomique et à l'utilité du token. Il faut savoir que la supply max est 45 milliards et qu'elle sera a priori finie. Il n'y en aura pas plus. L'offre actuellement en circulation c'est 76% de ces 45 milliards avec une inflation de 5%. On comprend bien, récompenser, rémunérer le staking. Donc ça c'est un point sur lequel je suis un peu inquiet, on en parlera juste après. Au niveau de la libération totale, a priori c'est quelque chose de très lent. On devrait avoir une libération sur encore 30 ans. Donc si la supply totale est pas très, enfin, n'est pas complète et que ça peut engendrer un poids sur le cours, le fait que ce soit libéré dans aussi longtemps, enfin sur une période si longue, fait que le risque est vraiment léger de ce côté-là pour le coup. On voit au niveau de la répartition que les investisseurs possèdent 83% des tokens, donc ça c'est quand même énorme et c'est plutôt un très bon point pour les investisseurs et donc pour l'espérance du projet. J'espère juste que les 16,7% que possède la fondation sont suffisants pour développer le projet, pour le financer. C'est vraiment mon seul point. Mais sinon, c'est une répartition qui est vraiment favorable, donc ça on apprécie, favorable aux investisseurs argentins. Au niveau de l'utilité du token, on a une utilisation très très simple, hein, c'est des gas fees, c'est de la gouvernance. Donc gas fees, ça veut dire toutes les transactions sur la blockchain sont payées avec ce token là.
Ça permet de les faire fonctionner. La gouvernance, c'est le droit de vote, hein. Vous avez des tokens, vous pouvez voter pour les différentes décisions qui ont lieu sur le projet, sur la blockchain, sur la direction qu'il va prendre, sur quels autres projets peuvent venir travailler avec Cardano, enfin ce genre de choses. Et bien évidemment, le staking lié à la validation du proof of stake et au fonctionnement de la blockchain. On verra que c'est un des très gros points de la blockchain d'ailleurs. D'ailleurs, on le voit tout de suite, sur mon petit encart bon à savoir sur le stacking, il y a environ 3000 poules de stacking, c'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est vraiment, vraiment bien. C'est pour le coup, moi, quelque chose que j'apprécie beaucoup. On est vraiment très décentralisé, surtout par rapport aux autres projets qu'on a pu voir, et notamment par rapport à ETH. Là, c'est un gros point très positif. On a du coup un mécanisme un peu particulier au niveau du stacking, et c'est sûrement ce qui en fait un peu sa force. C'est que on a une tendance à pousser les gens à staker, et surtout une tendance à ne pas encourager le destacking. C'est-à-dire que si il n'y a pas assez de stacking, les récompenses seront plus faibles. S'il n'y a pas assez de validateurs, les récompenses seront plus faibles, donc ça pousse à une décentralisation, et ça c'est un très très bon point pour la blockchain. A noter qu'il n'y a pas de minimum pour stacker, tout le monde peut être un stacker, et il n'y a pas de période de blocage, donc ça veut dire que vous pouvez sortir vos jetons en stacking à tout moment. Donc c'est le point en fond une blockchain sur laquelle il est très 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 intéressant de stacker à tout moment. Vu que vous pouvez déstacker à tout moment pour vendre vos tokens si vous le souhaitez, ou faire des transactions si vous le souhaitez. On a donc une blockchain sur laquelle il est très intéressant de faire du staking, et où on a 70% de la supply qui est staking. Ça c'est un point très intéressant pour la décentralisation, c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. On va maintenant passer aux forces et aux faiblesses du projet, où vous retrouvez différentes sortes d'informations qui vont sembler utiles d'exister, d'être présentées, pour un peu comprendre comment elle est, son fonctionnement, ses perspectives. Donc, à savoir déjà que lors des ICO, ils ont levé 80 millions. C'est pas mal, c'est pas si énorme que ça. C'est en tout cas ce qu'ils ont réussi à faire, donc on garde cette information-là en tête. Et que globalement, il n'y a pas d'institutionnel dans le projet pour le moment. Le projet propose 73 applications pour le moment, dont 12 protocoles DeFi, ça c'est quelque chose qui est arrivé vraiment cette année, et qui a boosté la TVL notamment, le stacking. Il a eu une très grosse mise à jour qui s'appelle Vasil en septembre, et qui s'est bien déroulée, qui était vraiment une mise à jour majeure sur la technique. Donc c'est un très bon point, même si on n'en a pas du tout vu des conséquences sur les graphiques de cours. On n'a jamais eu de hack, jamais eu de bug, donc c'est un des gros points forts de la blockchain. Hein. C'est que globalement très solide sur la technique. Autre point, pas du tout sur la technique, mais du coup le fondateur, c'est quelqu'un qui est assez connu dans le milieu, qui est un très bon marketeur, donc c'est quelque chose qu'on apprécie, hein, parce qu'il va savoir mettre en avant sa blockchain quand il le faudra, quand il y aura des bons projets, quand il y aura des gros événements à soutenir, il sera là et il saura comment faire pour mettre en avant cette blockchain. Donc ça c'est un point sur lequel on peut être rassuré. Et enfin, donc là ce sera pour le prochain bull run, hein, un peu une perspective. Comme j'ai dit, il n'y a pas d'institutionnel. Là, la blockchain, elle est passée en... Enfin, elle a passé une de ses grosses mises à jour. Elle a un développement qui se fait petit à petit, mais qui est solide. On peut s'attendre à une arrivée des institutionnels, et donc du coup à l'arrivée d'un bon capital au sein du jeton, au sein de la blockchain. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant pour, par contre, le prochain bull run. Donc potentiellement dans plusieurs mois, voire une année, peut-être plus. Et voilà, pour les perspectives, c'est positif. Maintenant, on va quand même parler des points un peu plus faibles. Elle est très corrélée au BTC de par sa grande capitalisation. C'est-à-dire qu'on est sur la 8e capitalisation des cryptos, donc c'est vraiment un des plus gros projets, et qui globalement ne fera rien tant que le BTC ne fera rien. Hein. Je parle du cours, l'évolution du cours. Au niveau de l'expérience utilisateur, de ce que j'ai pu en comprendre, c'est un peu en dessous de la moyenne, donc ça c'est quand même quelque chose de légèrement décevant. On espère qu'ils amélioreront ça. A noter qu'elle a été délistée des DEX, et j'imagine que c'est lié au fait qu'elle a ses propres protocoles DeFi maintenant, et que même si en soi ça c'est pas une évidence le lien, mais je suppose que c'est lié à ça, qu'elle a été délistée comme d'autres cryptos de Ethereum, c'était il y a un an, donc ça remonte, c'est quand même intéressant d'en parler. A priori c'était pour des questions de réglementation. À voir, mais a priori bon ça... C'est plus une information qui a tant d'importance, mais je trouve qu'il fallait le savoir. Moi, le point qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'y a pas de burn, donc on a une supply en fait qui va faire que grandir, et à taux de 5% par an, c'est quand même pas négligeable. Hein.
Quand on sera à max, 45 millions, 5% par an, ça fait quand même un paquet. Donc à vraiment surveiller de près. Pour le moment c'est pas un problème, mais à long terme je m'inquiète un peu sur ça. J'aimerais bien moi qu'ils envisagent du burn. Je sais que le fondateur c'est pas quelque chose qu'il estime être intéressant, dans le sens où ça réduit tu vois, en burn des droits de vote. Parce qu'apparemment ils n'ont pas une masse de tokens qui peuvent burn comme le feraient d'autres projets. Enfin voilà, ça c'est un peu mon plus gros point d'inquiétude. Sinon on a peu de smart contracts pour le moment. 50 pour 3000 sur ETH, donc évidemment c'est vraiment très peu, pour le moment on est loin de le concurrencer. On est sur une blockchain à développement relativement lent, on est là depuis 2017, on est toujours en développement, avec un planning qui est peu respecté, mais ça c'est pas inquiétant parce que c'est pareil partout, on a vu ETH, 2 ans pour sortir la mise à jour, donc ça a été particulièrement long. Mais voilà, c'est quand même une information. Le fait est que quand ils sortent quelque chose, ça fonctionne, et ça fonctionne bien. Et enfin, du coup, il semblerait que pour le moment, il n'y a pas de hype sur ce projet-là. Donc c'est un peu la mal-aimée du top 10, comme d'autres. Mais c'est pas très grave, au contraire, je pense que ce sera une opportunité pour plus tard. On va aller voir un peu graphiquement d'ailleurs ce que ça veut dire. Donc pour le moment, on est vraiment sur les plus bas depuis 2 ans. C'est qu'on est vraiment retourné là aux valeurs aux valeurs de début janvier 2021. Hein. Juste faire un joli carré pour bien montrer la zone. Hein. La zone qui nous intéresse, c'est ça concrètement. Oupsie. Hop là, voilà, j'ai réussi à l'attraper. Donc la zone qui nous intéresse, c'est ça. Donc on commence à rentrer dedans. On peut attendre, il n'y a pas d'urgence. Je pense que ce sera intéressant pour accumuler dans cette zone-là. Personnellement, c'est ce que je ferais en vue de revenir toucher des sommets qu'on avait par là à presque 3 $. En tout cas, on peut attendre un peu. Je pense que c'est intéressant de regarder le RSI. On voit qu'on n'est pas encore à 30. On sait qu'à partir de 30 et en dessous de 30, c'est un signal qu'on est en survente. Et donc c'est justement intéressant d'acheter. Pour le moment, on n'y est pas. Donc, pas d'urgence. On va regarder rapidement les MA et on voit que ça converge doucement. Après, on est en weekly, donc c'est quand même pas mal. On peut attendre que ça baisse encore un peu. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était Cardano. Et à la prochaine.